mon mariage ne s'est pas simplement dissous, il a explosé de manière spectaculaire quand j'ai découvert que ma femme était enceinte de l'enfant d'un autre homme. Et pas n'importe quel homme, attention. C'était le vétérinaire du coin. Pour aggraver la situation, ses parents, farouchement religieux, ont conspiré pour dissimuler toute l'affaire. Je n'ai pas cédé à une explosion de colère. Je n'ai pas supplié. J'ai élaboré une stratégie. Et quand le moment opportun est arrivé, j'ai tout révélé dans une manœuvre méticuleusement calculée. J'ai maintenant 31 ans. Becky et moi avons été mari et femme pendant 4 ans. Nos chemins se sont croisés à l'université. J'étais dans la phase finale de l'obtention de mon diplôme en commerce, tandis qu'elle se lançait dans des cours de marketing et coordonnait les événements du campus. Je l'ai remarqué pour la première fois lors d'un rassemblement pré-match animé. Elle a furtivement jeté un coup d'œil à notre groupe, feignant l'indifférence. Finalement, elle et ses amis se sont approchés, brandissant un manuel scolaire. Un prétexte évident. Elle a simulé la maladresse et a renversé du cidre brut sur mon maillot fétiche des jours de match. J'ai balayé l'incident d'un rire et j'ai plaisanté, on dirait que tu viens de m'offrir le dîner. Elle a rougi abondamment, gloussé nerveusement et s'est excusée un nombre incalculable de fois. Elle est repartie avec mon numéro de téléphone, et le soir même, elle m'avait déjà envoyé un message. À partir de ce moment, nous nous sommes connectés rapidement. Nous avons eu des heures de conversation profonde et sincère. Elle a raconté son éducation sous le contrôle strict de ses parents, religieux zélés. Je me suis confié à elle sur la perte de mon père pendant mon adolescence et sur la prise de responsabilité qui a suivi pour aider ma mère à gérer la ferme familiale. Certains soirs, nous conduisions jusqu'à des endroits isolés, nous nous allongions dans la benne du pick-up sous la voûte céleste et exprimions nos aspirations pour l'avenir. Elle esquissait des maisons de rêve fantaisistes sur des serviettes en papier tandis que j'élucidais des plans d'irrigation et des rotations de culture. Elle écoutait invariablement avec une attention captivée, comme si c'était le sujet le plus fascinant imaginable. Après 2 ans de fréquentation, j'ai fait ma demande en mariage au bord du lac où elle avait passé son enfance à nager. J'avais épargné avec diligence pendant des mois pour acquérir une bague qui la laisserait sans voix. Et cela a réussi. Elle a versé des larmes de joie et a chuchoté qu'elle avait hâte de fonder une famille un jour. Quelques années plus tard, je croyais avoir cultivé le genre de vie dont la plupart des hommes ne font que rêver, une femme dévouée, une ferme florissante que j'avais développée à partir de rien et un avenir que j'avais gagné grâce à des efforts et des sacrifices acharnés. Rien n'a été facile. Je travaillais régulièrement 70 heures par semaine, je m'endettais avec des prêts précaires et j'investissais chaque once de mon énergie dans cette terre. J'ai transformé 16 hectares de sol aride et improductif en une entreprise prospère qui générait près de 300 000 $ par an, tout ça pour elle. Je voulais que Becky puisse vivre la vie qu'elle avait toujours imaginée. Lorsque nous avons échangé nos vœux, nous étions alignés sur les aspects fondamentaux, les enfants, la famille, un foyer stable. Cependant, peu après le mariage, un changement s'est produit. Un jour, apparemment sorti de nulle part, elle a déclaré « Reportons le projet d'avoir des enfants ». J'ai été pris au dépourvu. Néanmoins, je me suis abstenu d'insister. J'ai pensé qu'elle avait simplement besoin d'un peu d'espace personnel, et je pouvais le respecter. Par conséquent, j'ai intensifié mes efforts pour construire un avenir dont nous pourrions tous les deux être fiers. Elle était captivée par le concept du charme rustique. Par conséquent, j'ai acquis une pittoresque petite ferme juste à l'extérieur de la ville, dans l'espoir de lui fournir précisément ce qu'elle avait toujours décrit. Cependant, le fantasme rustique de Becky s'accompagnait de prix exorbitants. Elle a insisté pour acheter un cheval de race pur sang à 6 chiffres parce qu'un cheval conventionnel ne serait pas esthétique sur les photos. L'animal restait inactif dans le pâturage comme une décoration de jardin pendant que je perdais de l'argent, 2 000 $ par mois pour les compléments, un vétérinaire et un entraîneur qui venaient plus fréquemment qu'elle. Puis vint le bétail brahman importé parce que nos Hereford n'étaient pas assez frappantes visuellement. J'ai failli m'étouffer quand elle les a jugées trop banales. Oh, et les pick-up. Chaque année, elle exigeait un tout nouveau pick-up diesel, non pas parce que l'ancien était tombé en panne, mais parce que le nouveau se vantait de sièges en cuir de qualité supérieure et d'une finition gris mat plus raffinée. J'ai financé chaque extravagance. Je me suis répété à maintes reprises que si cela lui apportait du bonheur, cela valait la peine. Jusqu'à ce que tout se désintègre. Un jeudi après-midi, j'ai reçu un message d'Emily, la meilleure amie d'enfance de Becky. Elle m'a fait part d'un besoin urgent de me parler. J'ai supposé que cela concernait l'anniversaire de Becky ou une initiative communautaire. Becky n'était pas à la maison, alors je l'ai invitée à venir.
Émilie et moi n'avions jamais été particulièrement proches. Elle semblait constamment être en mode survie, parvenant à peine à payer son loyer, faisant perpétuellement la promotion d'un business d'appoint voué à l'échec sur les réseaux sociaux. Elle travaillait comme technicienne vétérinaire en semaine et était barmaid les vendredis et samedis soirs dans un bar miteux mal éclairé appelé le Rustinel, juste pour joindre les deux bouts. Dernièrement, elle s'était répandue sur l'idée de lancer une marque d'aliments biologiques pour animaux de compagnie, affirmant que la nourriture conventionnelle était de qualité inférieure et que son mélange fait maison avait soulagé les maux de son chat. Quelques mois auparavant, elle m'avait demandé si je pouvais investir ou si je connaissais quelqu'un qui le ferait. J'avais dit que j'y réfléchirais, mais franchement, je ne l'avais jamais perçue comme quelqu'un capable d'aller jusqu'au bout. Elle avait de grandes idées, mais manquait de la capacité de les concrétiser. À son arrivée, elle a encore envoyé un SMS pour s'assurer que Becky n'était pas là. Elle est entrée avec une nervosité palpable, comme si elle avait répété ce qu'elle allait dire. « Tu veux quelque chose à boire ?» ai-je demandé, essayant de maintenir une atmosphère détendue. « Non, ça ne prendra qu'un instant », a-t-elle répondu, évitant mon regard. Elle a sorti un épais dossier de son sac fourre-tout, l'a posé sur la table et a déclaré « Tu mérites de connaître la vérité ». J'ai supposé que c'était un argumentaire ou une demande de prêt, mais quand je l'ai ouvert, mon monde a commencé à s'effondrer. À l'intérieur se trouvait un trésor de trahison, des captures d'écran, des photographies, des données GPS, des vidéos horodatées, des reçus. Becky avait une liaison avec le docteur Jason Cooper, le charmant vétérinaire de la ville, le même individu qui m'avait facturé $5000 l'année précédente pour soigner la colique de notre cheval et qui nous avait envoyé une carte de Noël le mettant en scène avec sa femme parfaite, Cathy, et leur Golden Retriever en pulls assortis. Cathy, soit dit en passant, donne le catéchisme du dimanche et préside le conseil de bienfaisance de l'Église. Tout ce que j'ai pu articuler, c'était « Tu te fous de moi », là, en tournant page après page. Il y avait plus de 70 pages dans ce dossier. Émilie avait méticuleusement organisé chaque chose par date, chaque section étant signalée par des notes à code couleur. C'était glaçant de voir à quel point c'était exhaustif. Les photographies n'étaient pas simplement suggestives, elles étaient explicites. Les horodatages indiquaient leur présence dans les halls d'hôtel lorsque Becky était censée assister à la vente de gâteaux de sa mère à l'église. Il y avait même des images de vidéosurveillance de ma propre cour avant montrant le camion de Jason se garant dans l'allée moins d'une demi-heure après mon départ pour un voyage d'affaires dans le Nebraska. 2 jours plus tard, ils sont sortis de la maison comme un couple en vacances, se tenant la main et s'embrassant près du haillon de son camion. Il y avait des journaux de messages documentant des centaines de conversations entre deux, remontant à 8 mois. J'adore quand il est de nouveau hors de la ville. Détends-toi, chérie. Il n'en a pas la moindre idée. Lire ses SMS, c'était comme recevoir un coup de pied à pleine puissance d'un de ces bovins bramant hors de prix qu'elle avait insisté pour que nous achetions. Il s'est avéré que chaque soi-disant escapade entre filles que Becky avait faite était en fait un rendez-vous avec lui. Et chaque fois que je quittais la ville pour des voyages agricoles, que ce soit pour transporter du matériel ou finaliser un accord, il transformait ma propre maison en leur nid d'amour personnel. Les images de vidéosurveillance de la maison ont confirmé que son camion avait passé la nuit chez nous au moins 11 fois pendant mon absence. Un document révélait une réservation d'hôtel à Memphis pendant un week-end où elle avait prétendu être dans une cure thermale avec Émilie et 2 autres copines. Sauf qu'il y avait une incohérence flagrante, Émilie était aux Bahamas ce week-end-là, postant un déluge de selfies de plage sur Instagram. Je me rappelais avoir fait défiler ses photos dans une station-service. Alors, qui étaient ses amis fantômes avec lesquels elle était censée voyager? Personne. Il n'y avait qu'elle et le docteur Cooper profitant d'une suite de luxe que j'avais financée sans le savoir. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Ça a empiré. Becky était enceinte, et l'enfant n'était pas de moi. Je l'avais personnellement conduite au cabinet du médecin, pensant qu'elle était malade. Pendant ce temps, elle lui envoyait des selfies avec des légendes telles que « Ton bébé me donne des nausées aujourd'hui et j'ai hâte de mentir et de dire que c'est le sien pour qu'il arrête de me harceler pour fonder une famille. » Il y avait même un fil de discussion datant d'à accent grave peine 3 semaines. Elle, je pense que je vais devoir le lui dire bientôt. Mon ventre commence à se voir. Lui, alors, c'est quoi le plan? Elle, je vais dire que c'est le sien. Il meurt d'envie d'être père. Il sera trop excité pour faire le calcul. J'ai dû sortir après ça. Je me suis tenu au milieu de notre cour, les poings serrés, le cœur battant, luttant pour garder mon calme. Je n'arrivais pas à décider si je devais vomir ou détruire quelque chose. L'audace qu'elle avait,
prévoyant de faire passer l'enfant d'un autre homme pour le mien tout en continuant probablement à avoir des rencontres clandestines avec le vrai père dans mon dos. Quand je suis rentré dans la cuisine, Émilie était toujours assise là, faisant défiler son téléphone avec désinvolture comme si elle n'avait pas juste fait exploser une bombe sur toute ma vie. « Depuis combien de temps le sais-tu » ai-je demandé. Elle a lentement posé son téléphone, répondant « J'ai commencé à reconstituer le puzzle il y a environ 6 mois. J'ai eu des preuves concrètes il y a peut-être 3 mois. J'ai mis du temps à tout rassembler. Pourquoi me le dire seulement maintenant » ai-je demandé, en plissant les yeux. C'est alors qu'elle a tout révélé. Je sais que c'est compliqué, a-t-elle admis, en évitant mon regard. Mais j'ai besoin de partir d'ici. Je veux recommencer à zéro ailleurs. Tu te souviens de cette idée de nourriture pour animaux que j'avais mentionnée? J'ai le plan prêt. J'ai juste besoin de capital de démarrage. Je l'ai fixé comme si elle avait perdu la tête. Tu es sérieuse? Tu veux que je finance ton entreprise? Elle a rapidement secoué la tête. Pas comme ça. Le truc, c'est que Becky m'a surprise à fouiller dans son téléphone il y a quelques semaines. Une soirée entre filles. Elle a laissé son téléphone déverrouillé et était en train de lui envoyer des SMS juste devant moi quand elle est allée aux toilettes. J'ai fait défiler leurs messages et pris des photos, mais elle est revenue plus tôt, m'a vu faire et a piqué une crise. Elle m'a menacé. Elle m'a dit que si je te montrais ça à toi ou à qui que ce soit d'autre, elle ruinerait ma vie. Elle a dit que son père ferait en sorte que je ne retrouve jamais de travail dans cette ville. Et elle raconte aux gens que j'ai fait des avances à Jason et qu'il m'a rejeté. Que je suis jalouse. Les gens y croient vraiment. Son rire était amer et forcé. Alors oui, je suis foutu dans tous les cas. Je me suis dit que j'allais au moins essayer de faire une chose bien avant de décamper. Je n'étais pas certain de faire entièrement confiance à son récit, mais les preuves qu'elle avait fournies étaient irréfutables. Les messages, les photographies, les chronologies où tout correspondait méticuleusement aux dates auxquelles Rebecca affirmait être ailleurs. Lorsque j'ai demandé comment elle avait obtenu toutes ces informations, elle a révélé que 2 de ses confidentes l'avaient aidée à surveiller et à recueillir des renseignements, un processus qui avait apparemment duré plusieurs mois pour être compilé. Alors, que cherches-tu exactement, ai-je demandé. Un prêt? Un investissement? Appelle ça comme tu veux, a-t-elle répondu. 50 000 $. Le marché de la nourriture naturelle pour animaux connaît une croissance explosive, a-t-elle poursuivi. J'ai tout préparé méticuleusement. J'ai simplement besoin de quelqu'un qui soit prêt à croire en la vision. Et, remarquablement, à cet instant, je ne lui en ai pas voulu pour cette proposition. À tout le moins, elle faisait preuve de franchise, une qualité manifestement absente chez Rebecca. Et, que ce soit motivé par des motifs égoïstes ou non, la présentation de ce dossier m'évitait de perdre davantage de temps à élever un enfant qui n'était pas biologiquement le mien. Ou, alternativement, de rester avec une personne qui me percevait comme un imbécile naïf. Laisse le plan d'affaires, lui ai-je dit. Laisse-moi d'abord régler les choses de mon côté. Alors nous en reparlerons. Elle a esquissé un léger hochement de tête, semblant soulagée, et s'est levée pour partir. Sur le seuil, elle a jeté un regard en arrière. Pour ce que ça vaut, j'ai toujours pensé que tu étais trop raffiné pour elle. Certes, je n'ai pas succombé à la flatterie, mais l'honnêteté m'oblige à le reconnaître. Elle m'a fourni la vérité, et je réglerai mes obligations. J'ai continué à examiner les preuves. Elle se moquait de moi. Littéralement, elle se livrait à des rires clandestins à mes dépens. Il y avait de longs échanges détaillant ma naïveté, l'intensité de mon travail pendant qu'elle se prélassait dans leurs tâches ménagères. Elle plaisantait sur le fait que tout mon nouvel équipement agricole ne leur offrait que davantage d'occasions de solitude, car j'étais perpétuellement occupé par le travail. Elles ont même ridiculisé la marque du tracteur que j'avais acheté. C'est à ce moment-là que j'ai accédé à nos relevés bancaires conjoints et que j'ai entrepris une analyse croisée des dates. Au cours des 8 mois précédents, plus de 115 000 $ avaient été transférés illégalement. Des retraits qui me restaient inconnus. Des achats de bijoux haut de gamme, des pièces que je n'avais jamais vues auparavant. Des frais de location pour une luxueuse cabane située dans le nord de l'État. Et juste au moment où je supposais avoir atteint le nadir, j'ai déterré quelque chose d'encore plus répréhensible. Des captures d'écran de Rebecca échangeant des SMS avec ses parents, le pasteur Robert et son épouse apparemment parfaite, Suzanne. Le couple sanctifié, les piliers spirituels de la communauté. Ils avaient une connaissance approfondie de la situation et ont choisi de contribuer à sa dissimulation,
uniquement pour préserver leur image de saint. Le pasteur Robert n'est pas le pasteur de village typique. Il préside la première église baptiste, la congrégation la plus peuplée du comté. Plus de 500 fidèles se pressent sur les bancs chaque dimanche, principalement pour être vus plutôt que pour participer au culte. Il sillonne la région dans un escalade rutilant, propriété du ministère. Son épouse, Suzanne, supervise l'association des femmes et gère environ une demi-douzaine de comités de bienfaisance. Collectivement, ils ont consacré les 2 dernières décennies à se présenter comme des aristocrates moraux, affichant leur rectitude et censurant quiconque ne respectait pas leurs normes sacrées. Perpétuellement en train de donner des leçons sur les valeurs familiales traditionnelles, lançant des avertissements selon lesquels la société se désintégrait parce que les individus n'imitaient pas leur mode de vie. Pendant toute cette période, ils sont restés parfaitement conscients de la liaison extra-conjugale de leur fille. J'ai vu défiler message après message de Rebecca à sa mère. « Maman, je fais une crise de panique. Emily est au courant pour Jason et moi. Et si elle le révèle à Jason ?» Sa mère a répondu « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Ton père va s'occuper de ça. » Ensuite, un message est apparu, venant de Robert lui-même, « Nous avons discuté avec Emily. Elle comprend les conséquences. Sois simplement plus discrète à l'avenir. » C'étaient ces mêmes personnes qui m'avaient invité si régulièrement à partager le repas du dimanche. L'homme qui m'appelait mon fils, la femme qui me demandait sans cesse quand nous allions lui donner des petits-enfants. Pendant tout ce temps, ils savaient que leur fille me trompait et portait l'enfant d'un autre. Une enquête plus approfondie n'a fait qu'aggraver la situation. Je suis tombé sur leurs échanges privés, où ils discutaient de stratégies pour manipuler l'histoire autour de la grossesse. Le pasteur Robert a écrit « J'ai mûrement réfléchi à cette question. Pour le moment, la meilleure solution est de le laisser croire que l'enfant est de lui. Une fois que Jason aura réglé ses propres affaires, nous pourrons envisager les prochaines étapes. Il pourrait déménager son cabinet, peut-être dans un endroit proche. Une fois que les choses se seront stabilisées, tu pourras entamer une procédure de divorce. » Prétexte des conséquences spirituelles. L'alternative menace gravement la réputation de notre famille et mon ministère. C'était là, exposé avec la précision d'une stratégie d'entreprise. On attendait de moi que je joue le rôle du mari compréhensif, que j'élève un enfant qui n'était pas biologiquement le mien, et que je sois ensuite mis au rebut une fois que Jason serait libre de tout engagement. Tout cela pour préserver la réputation immaculée de Robert. Il était difficile d'accepter que ces mêmes personnes qui avaient prié pour nous le jour de notre mariage, qui nous avaient offert une Bible avec une inscription manuscrite sur les vœux sacrés, soient les architectes de cette tromperie élaborée. Soudain, il est devenu évident pourquoi les parents de Rebecca étaient devenus si intrusifs. Des visites impromptues, des appels quotidiens pour s'enquérir de son bien-être. J'avais cru qu'il faisait simplement preuve d'implication familiale. Il s'est avéré qu'il supervisait la dissimulation. Chaque dimanche, pendant 4 ans, j'ai occupé une place au premier rang pendant que le pasteur Robert dissertait sur les vertus de l'intégrité, de la vérité et de la piété. J'ai contribué généreusement à leur fonds de construction, j'ai fait du bénévolat lors des événements de l'Église, et je les considérais non seulement comme des membres de ma famille, mais comme des guides spirituels. Et pendant toute cette période, ils se livraient à la duplicité, m'exploitant sans vergogne. Après avoir enfin terminé l'examen de toutes les preuves, je les ai replacés dans le dossier et les rangés dans mon coffre-fort. Ils croyaient m'avoir dupé, mais ils avaient sous-estimé leur adversaire. Fort des faits, je n'ai pas tardé. J'ai contacté Marcus, un avocat spécialisé dans les divorces, originaire d'un comté voisin, suffisamment éloigné pour garantir la confidentialité pour le moment. J'ai maintenu ma routine habituelle pendant 2 jours. Non seulement pour assimiler l'ensemble de la situation, mais aussi pour observer Rebecca jouer sa comédie. Chaque parole, chaque geste. On aurait dit une représentation théâtrale. Et j'ai assumé le rôle qui m'était assigné, le mari ignorant. Je suis même allé dîner chez ses parents le lendemain. Alors que nous joignions nos mains pour la prière, le pasteur Robert a imploré Dieu de bénir la nourriture et cette famille aimante. J'ai failli éclater de rire. Ce lundi matin, j'ai dit à Rebecca que je devais aller inspecter un problème d'irrigation dans le champ sud. Au lieu de cela, j'ai fait 40 miles jusqu'à un Starbucks situé dans le comté voisin et j'ai appelé Marcus depuis le parking. Il a demandé, « Avez-vous signé un contrat de mariage ?» « Non. »« Ce n'est pas grave, » a-t-il répondu. « Votre État ne respecte pas les lois sur la communauté des biens. Elle n'aura droit qu'aux biens qu'elle pourra prouver avoir contribué à acquérir.
vu que ces entreprises parallèles de boutiques n'avaient jamais rapporté de bénéfices, cela représentait une somme négligeable. Et la ferme? Je l'ai acquise indépendamment, ce qui signifie qu'elle reste ma propriété. Elle se retrouverait sans maison, sans terre, ni économie. Seulement accablée de dettes et d'un enfant qui n'est pas le mien. Compte tenu de l'infidélité documentée et du litige de paternité, a expliqué Marcus, nous avons une affaire très favorable. Les juges ne tolèrent pas ce degré de tromperie. Il a détaillé les étapes suivantes. Dépôt d'ordonnance provisoire, communication de documents, divulgation financière. Il m'a demandé de rassembler des documents, des relevés bancaires, des titres de propriété, des historiques de comptes, tout ce qui prouve la propriété avant et pendant le mariage. J'ai entrepris de rassembler tout ce que je possédais, en justifiant les retraits qui correspondaient aux notes d'hôtel. J'avais même enregistré plusieurs de ces conversations téléphoniques, une pratique autorisée dans notre État où le consentement d'une seule partie suffit. Marcus était pratiquement euphorique au téléphone. Avec ce genre de preuves, elle partira avec le strict minimum. Il avait même suggéré que nous pourrions demander des dommages et intérêts pour fraude. Une fausse déclaration intentionnelle de paternité et le détournement de fonds communs pouvaient constituer un solide motif d'action en justice. Elle voulait mettre fin à la relation? Très bien. Mais elle ne s'enfuirait pas avec mes biens. Pendant que Marcus préparait les documents, j'ai transféré la majorité de nos actifs liquides sur des comptes enregistrés uniquement à mon nom. Je n'ai pas tout vidé, juste assez pour garantir que, si elle tentait quoi que ce soit en douce, il ne lui resterait que peu de ressources à saisir. Par la suite, j'ai contacté Rick, un agent immobilier spécialisé dans la vente de propriétés agricoles. Il a inspecté la propriété, examiné les documents financiers et m'a fourni une estimation de 30% supérieure à mes attentes initiales. Il s'est avéré que le développement commercial dans les environs avait fait monter les prix des terrains à des niveaux exorbitants. Dès que le divorce serait finalisé, je pourrais liquider les actifs. Rebecca ne saurait pas que la propriété était en vente avant mon départ. J'ai également commencé à étudier de nouvelles propriétés dans d'autres États. Il y avait un ranch d'élevage dans le Montana disponible pour moins que ce que le mien pourrait rapporter, un sol de meilleure qualité, un meilleur accès à l'eau, une résidence plus récente. J'ai commencé à formuler des options et à soumettre des demandes de renseignements. Il n'y avait pas d'urgence, mais le fait de planifier une stratégie de sortie me donnait un sentiment de contrôle. Pendant ce temps, Rebecca avait commencé à semer de subtiles allusions à une grossesse. S'abstenant de vin au dîner, faisant allusion à des nausées matinales, acquérant du soda au gingembre et des crackers comme si elle était délicate, se préparant à dévoiler la grande nouvelle, s'efforçant de présenter les choses comme si elle était sur le point de fonder une famille avec moi. Un soir, elle s'est blottie contre moi sur le canapé, a plongé son regard dans le mien et a entamé un discours sur le fait que peut-être il était enfin opportun d'envisager sérieusement d'avoir des enfants. J'ai continué le jeu, souriant, acquiesçant, articulant précisément ce qu'elle voulait entendre, bien que je ne ressentais absolument aucune résonance émotionnelle intérieurement. Maintenir cette mascarade épuisait mon énergie, mais elle instaurait aussi en moi un étrange sentiment de contrôle. Chaque mensonge qu'elle prononçait, chaque fois que je reproduisais son sourire contrefait, chaque récit inventé qu'elle racontait ne servait qu'à me rappeler que j'étais justifié de poursuivre mon plan. Ils avaient mérité cette issue. Marcus restait en communication, me fournissant des mises à jour tous les quelques jours. Il progressait sur le plan juridique, préparant des documents, compilant des précédents jurisprudentiels similaires et retenant les services d'un huissier spécialisé dans les situations à enjeux élevés. « Comment préférez-vous que les papiers soient signifiés » m'a-t-il demandé discrètement. « À la maison ou dans un lieu public ? La décision vous appartient entièrement. » Cela m'a amené à envisager Thanksgiving. C'était invariablement une occasion importante à l'église de son père, suivie d'un dîner à leur domicile. Ses parents accueillaient toute la famille élargie, les habitués de l'église et leur cercle social très unis. Cela représenterait le cadre idéal. J'ai eu une longue conversation avec Mike, mon chef d'exploitation agricole. Il était à mon service depuis plusieurs années, toujours fiable. Je l'ai informé que je pourrais être contraint de partir brusquement et lui ai demandé s'il pouvait se débrouiller en mon absence. Mike n'a pas hésité. Tout ce dont vous avez besoin, je m'en occupe. 2 semaines avant les vacances, j'ai rencontré Emily dans un restaurant routier situé dans une ville voisine. Je lui ai remis une épaisse enveloppe contenant un chèque de banque de $225 000. La moitié maintenant, lui ai-je dit. Le reste après que tout se soit passé. Vous êtes toujours invité à Thanksgiving, n'est-ce pas?
Elle a hoché la tête rapidement. Suzanne a appelé hier pour confirmer. J'imagine qu'ils craignent ma réaction potentielle s'ils retiraient mon invitation. Excellent. Garder son calme est essentiel, une arrivée précoce est primordiale. Elle a de nouveau hoché la tête. Jason et Cathy seront également présents. Suzanne a envoyé l'invitation il y a plusieurs semaines. Encore plus avantageux. Le vétérinaire et son épouse sous le même toit. Cela rendait la situation parfaite. Tout le monde d'important, réuni en un seul lieu. 2 jours avant Thanksgiving, je passais du temps dans le garage de Tom pendant qu'il bricolait sa Harley. Nous étions amis depuis nos années de collège. Il était le seul à qui je m'étais confié. Pourquoi ne pas simplement lui présenter les documents à votre domicile et passer à autre chose, m'a-t-il demandé. Toute cette mise en scène me semble excessive. Il ne s'agit pas de théâtre, ai-je rétorqué. Il s'agit de leur faire comprendre qu'il y a des conséquences. Ils piétinent les gens depuis des années sans jamais rendre de compte. Cela prend fin maintenant. Tom a lentement secoué la tête. Très bien, mais ne me demande pas de t'aider à dissimuler les preuves. J'ai ri. Aucun mort. Juste une remise en question publique qui n'a que trop tardé. Pendant le trajet du retour, j'ai ressenti un sentiment de tranquillité inhabituel. Tous les éléments étaient alignés. Les aspects légaux avaient été réglés. L'huissier était assuré. Dans 2 jours à peine, Becky et sa famille en apparence si parfaite comprendraient que leur petit manège avait une imperfection majeure. Ils avaient sous-estimé mes capacités. Je n'étais pas une délicate citadine destinée à s'effondrer sous la pression. J'ai grandi en voyant des récoltes ruinées, des veaux mourir, des machines tomber en panne en pleine moisson, et quand la vie agricole déraille, on ne se contente pas de se lamenter et de se morfondre. On rectifie le tir et on persévère. C'est précisément ce que j'avais l'intention de faire. Le temps de la rétribution était venu. Thanksgiving, dans notre ville, dépassait le simple statut de fête. C'était une véritable production à la première église baptiste. C'était presque une deuxième célébration de Noël. Le pasteur Robert présidait une messe grandiose dans un sanctuaire orné de spades de maïs et de bottes de foin. Toutes les personnes en vue s'assuraient d'être bien visibles. Ensuite, un petit nombre trié sur le volet était invité chez lui pour un grand festin. Imaginez 30 ou 40 personnes entassées dans la salle à manger et le salon. Suzanne passait des jours à simuler la préparation de tout, alors que la majeure partie provenait d'un traiteur haut de gamme situé en ville. La liste des invités restait invariablement la même. Les anciens de l'église, les principaux donateurs, les membres de la famille et, de temps en temps, une personne que l'on préparait à exercer une influence. Chaque année, nous arrivions en avance pour aider aux préparatifs. Cela impliquait que je transporte des chaises et des tables pendant que Becky et sa mère papotaient dans la cuisine. Le pasteur Robert finissait par découper la dinde avec une cérémonie exagérée, suivie d'une prière qui aurait tout aussi bien pu être un sermon. 3 jours auparavant, j'avais confirmé tous les arrangements avec Marcus, il avait imprimé et organisé les documents. Un jeu pour Becky, un autre pour ses parents, avec des copies de sauvegarde prévues en cas d'imprévu. Tous étaient scellés dans des enveloppes étiquetées. L'huissier, Derek, devait arriver à 14 heures, précisément au moment où tout le monde serait assis pour le repas. J'ai téléphoné à Emily pour valider sa participation. Tout le monde suppose encore que je serai là, m'a-t-elle dit. Suzanne a téléphoné hier pour finaliser le nombre de convives. Elle m'a dit d'arriver à 13h30. Bien. Agis simplement comme si de rien n'était et garde ton téléphone portable chargé. Penses-tu que je devrais faire quelque chose de particulier? Non. Mais crois-moi, tu auras envie de filmer ça. La veille de l'événement, Becky s'affairait dans la cuisine, simulant une activité intense, transférant des tartes achetées en pâtisserie dans nos plats pour faire croire qu'elles étaient faites maison. Peux-tu passer au pressing pour récupérer ma robe, m'a-t-elle demandé. De plus, nous devons partir à 8h du matin demain pour aider maman à tout préparer. Pas de problème, ai-je répondu, en prenant le ticket qu'elle me tendait. A-t-il autre chose à laquelle tu penses? Elle a fait une pause. Peut-être acheter des compositions florales pour la table. Maman adore quand nous apportons ça. C'est noté. J'ai récupéré sa robe et je suis allé directement chez le fleuriste. J'ai demandé le bouquet le plus extravagant disponible. Lorsque la vendeuse m'a demandé si je souhaitais inclure un message, j'ai secoué la tête. Pas besoin. Les fleurs transmettront le message. Ce soir-là,
j'ai préparé un petit sac contenant quelques vêtements de rechange et une liasse de billets, que j'ai caché sous le siège de mon pick-up. J'avais réservé une chambre de motel située à 1 heure de la ville. Le sommeil s'est avéré insaisissable. J'avais l'impression d'être la veille de Noël quand j'étais enfant, sauf qu'au lieu de cadeaux, j'étais sur le point de faire exploser une bombe métaphorique sur ma femme infidèle et ses parents moralisateurs. Le matin de Thanksgiving, je me suis levé tôt et j'ai enfilé mon plus beau costume, celui que je réserve pour les funérailles et les mariages. Cela me semblait approprié. Becky a passé plus de temps que d'habitude à se maquiller, à se friser les cheveux et à se glisser dans une nouvelle robe qui accentuait la légère protubérance qu'elle supposait que je n'avais pas remarquée. Le service religieux de Thanksgiving s'est déroulé exactement comme prévu. Une assistance débordante, debout seulement, près de 600 personnes entassées dans les bancs. Le pasteur Robert s'est lancé dans son message habituel de vacances sur la gratitude et la famille, me regardant à plusieurs reprises en prêchant sur la dévotion conjugale et les liens sacrés de confiance entre les époux. J'ai failli me mordre la joue, tant je luttais pour réprimer un rire. Dieu voit au-delà des apparences superficielles, tonate-t-il. Il connaît nos pensées, nos cœurs. Rien ne se cache de sa vérité. S'ensuivit ensuite le rituel du conciliabule dans le hall, les étreintes sans conséquence, les conversations insignifiantes et les poignées de main convenues. Le pasteur Robert se fraya un chemin à travers la foule, comme en campagne électorale, serrant les mains de chaque donateur important et de chaque pilier de la congrégation. Suzanne s'affairait, distribuant des programmes supplémentaires, rappelant aux invités triés sur le volet la gabe d'après-office. J'ai remarqué Émilie près du buffet, le regard rivé sur son appareil mobile. Elle leva les yeux et esquissa un hochement de tête, une confirmation silencieuse. Les invités ont commencé à arriver à la résidence Johnson peu après 13 heures, la liste habituelle des dignitaires de l'église et de leurs conjoints, le frère de Becky et sa famille, son opulente grand-mère du complexe de retraite, et les cousins habituels. Les nouveaux venus cette année comprenaient un médecin et son épouse récemment installés, ainsi qu'un promoteur immobilier dont la rumeur disait qu'il ferait don d'une parcelle de terrain pour un centre de jeunesse. Vers 13h45, les lieux étaient bondés. Les gens sirotaient du soda et du cidre pétillant, car les baptistes fervents ne consomment de l'alcool qu'en privé. Je vérifiais sans cesse mon appareil mobile pour voir si Derek m'avait envoyé un texto. À 13h55, il est arrivé, en position. 5 minutes. J'ai inspiré profondément et j'ai commencé à orienter les gens vers la salle à manger. Le pasteur Robert aimerait commencer. Veuillez trouver vos marque-places. Becky était assise à côté de moi, visiblement mal à l'aise. Je soupçonnais qu'elle se préparait à annoncer sa grossesse. Pendant le repas, le moment serait providentiel. Son père s'avança en bout de table. Avant de déguster ce somptueux repas, commença-t-il, j'aimerais exprimer quelques sentiments sincères de gratitude. C'est précisément à ce moment que la sonnette retentit. Suzanne se leva à moitié. Je vais répondre. Pas besoin, affirma le pasteur Robert, la faisant se rasseoir d'un geste de la main. C'est probablement quelqu'un qui arrive en retard. Il se dirigea vers la porte, toujours avec son tablier attaché. Je l'ai entendu dire, je suis désolé. Nous avons déjà commencé à dîner. Puis Derek, d'une voix calme et officielle, je suis ici pour Rebecca Mitchell. Une longue pause. Puis le pasteur Robert, raide et mal à l'aise, appela dans la pièce, Becky, quelqu'un est là pour te voir. Toutes les têtes se tournèrent. Becky se leva lentement, incertaine. Elle se dirigea vers l'entrée, où son père se tenait immobile. Derek lui tendit une épaisse enveloppe. Et celle-ci est pour aimer Madame Johnson, ajouta-t-il, tendant 2 autres enveloppes. Vous avez officiellement été assigné. Profitez bien du reste de vos vacances. Becky resta là, comme frappée par la foudre. Le pasteur Robert avait l'air de croire que les murs s'effondraient. Je me suis adossé à ma chaise, l'expression impassible. Pas de cris, pas de scène dramatique. Juste une vérité indéniable. Elle tâtonna avec l'enveloppe, les yeux grands ouverts, et se tourna vers moi. « Qu'est-ce que c'est que ça » murmura-t-elle, le visage pâle, puis rougeoyant. En termes juridiques, déclarai-je, assez fort pour que toute la salle entende, c'est une requête en divorce. Incluant des pièces justificatives prouvant l'infidélité, la paternité, la tromperie et l'entente frauduleuse. Des exemplaires supplémentaires sont fournis à vos parents. Ils sont également nommés. Son père déchira son paquet, les yeux scannant frénétiquement. Suzanne resta immobile.
Elle se contenta de me regarder comme si j'étais devenu méconnaissable. Je me suis levé, me suis assuré que toute la salle observait, et j'ai lancé une vidéo sur mon appareil mobile. Becky et Jason sortant d'un hôtel, s'embrassant sur le parking. La date? 2 mois auparavant, quand elle prétendait être à Cincinnati pour un sommet marketing. J'ai 6 heures de cela, ai-je déclaré, en faisant pivoter le téléphone pour que les invités proches puissent voir. Plus l'intégralité des échanges de messages et les relevés financiers. Et je demanderai un test ADN pour cet enfant qu'elle porte. Il n'est pas de moi. C'est alors que Cathy se leva d'un bond. Excusez-moi. Quel bébé? Jason. De quoi parle-t-il? Jason avait l'air physiquement malade. Je peux expliquer. Expliquer quoi? Ai-je interrompu. Que tu te caches pour voir ma femme. Que le bébé est de toi. Que votre petite aventure a bénéficié de l'aide de sa famille. Le pasteur Robert tenta de reprendre le contrôle. C'est scandaleux. Vous vous introduisez dans notre maison avec ces accusations. J'ai ri, sincèrement amusé. Des accusations? Consultez la page 12. Pasteur, vous avez conseillé à votre fille de cacher la grossesse. Vous lui avez dit d'être prudente. Assez détaillé pour quelque chose qui, selon vous, ne s'est pas produit. Son expression était inestimable, Becky feuilletait les pages, abasourdie. Comment avez-vous obtenu ça? Qui? Puis ses yeux se posèrent sur Emily, qui enregistrait en continu avec son appareil mobile. Toi. C'est toi qui as fait ça? Emily haussa les épaules, l'expression neutre. On dirait que tes menaces ne m'ont finalement pas intimidé. Cathy tenait désormais l'enveloppe de Jason à la main, les larmes ruisselant sur son visage. 6 mois, murmura-t-elle. Tu fais ça depuis 6 mois. Elle se tourna vers Becky, qui refusait de lever la tête. D'autres invités commencèrent à se sentir mal à l'aise, certains se dirigeant déjà vers la sortie. Je laissai passer un instant, puis me lever. Joyeuse action de grâce, tout le monde. Becky, je vous souhaiterais, à toi et à ton enfant, le meilleur, mais je mentirais. Et au reste d'entre vous, peut-être que la prochaine fois, ne mentez pas pour des individus qui ne le méritent pas. Surtout toi, pasteur. N'est-ce pas l'un de tes 10 commandements de ne pas porter de faux témoignages? Je me tournai et sortis. Sans jamais me retourner. Je n'en avais pas besoin. Derrière moi, les voix montaient. Cathy hurlant sur Jason. Le pasteur Robert essayant de reprendre le contrôle. Suzanne pleurant. Quelque chose s'écrasa au sol. Je me dirigeai directement vers mon pick-up. Avant même d'atteindre l'autoroute, mon appareil mobile vibrait sans cesse. Becky, comment as-tu pu faire ça? Il faut qu'on parle. Je suis désolé. Rentre à la maison. Des messages vocaux de son père oscillant entre menaces et supplications. Un sanglot solitaire et confus de Suzanne rendait ces mots incompréhensibles. Je désactivai le téléphone, maintenant mon cap, mes accommodations au motel étaient prêtes peu de temps après. Un nouveau départ, loin de l'épave qu'ils avaient créée. Plus tard dans la soirée, je réactivai brièvement le téléphone. Emily avait envoyé un message texte. Quel chaos absolu. Jason a été frappé à la tête avec une saucière après ton départ, Cathy a un sacré bras. Alors, quand recevrai-je l'autre moitié de mon paiement, demanda-t-elle. Déjà sur ton compte, répondis-je. La meilleure compensation que j'ai jamais reçue, répondit-elle, ajoutant, la meilleure action de grâce que j'ai jamais passée. Franchement, je ne pouvais pas contester cette affirmation. Assis seul dans une chambre de motel poussiéreuse juste à côté de l'autoroute, je ressentais un plus grand sentiment de bien-être que depuis plusieurs mois. Pas de mensonge. Plus de prétention. Demain, je contacterai Marcus pour lancer la phase suivante. Mais ce soir? Ce soir, je dormirai enfin à point fermé, sûr de savoir que j'ai rendu la justice qu'il n'avait jamais anticipée.